M. Dantine, professeur en criminologie à l'Université de Liège, pour la conférence autour des liens existants entre les crimes, les médias et la fiction. Cette conférence est organisée par la Bibliothèque de Fleurus, avec le soutien de la ville de Fleurus dans le cadre du 5e Festival des littératures d'aventure. Ce festival a été créé en 2013 sous la forme d'une biennale par la Bibliothèque des littératures d'aventure située à Chaudfontaine, la BILA. Nous remercions vivement l'équipe de cette bibliothèque, spécialisée pour ce partenariat enrichissant. Fort du succès de ses précédentes éditions, le festival continue de célébrer les littératures de genre et les récits populaires. Après les super-héros, les mondes de la fantaisie, de la science-fiction et du fantastique, cette nouvelle édition est consacrée au genre policier sous ses multiples formes, polar, énigme, thriller, roman noir ou encore l'espionnage. Le festival se décline dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles durant cet automne 2021, en partenariat avec plusieurs dizaines de bibliothèques, de centres culturels répartis dans les différentes provinces. Si ce n'est déjà fait, nous vous invitons aujourd'hui à découvrir les expositions visibles à la Bibliothèque de Fleurus pendant les heures d'ouverture, et ce jusqu'au 26 novembre inclus. En parallèle de ces expositions, de nombreuses activités sont proposées et vous pouvez encore vous inscrire pour les escape games, les jeux de société ce vendredi, de 14h à 18h, ainsi que pour la visite de l'exposition familiale qui se tient ce samedi de 14h à 15h, ainsi que le Cluedo géant qui est organisé de 15h à 17h. Comme vous le voyez, cet événement est filmé et vous pourrez donc retrouver cette conférence sur la page YouTube de la bibliothèque bibli.fleurus. Le lien vous sera donc communiqué par email dès que la vidéo sera disponible en ligne. Pour ce soir, nous vous rappelons simplement que le port du masque est obligatoire durant toute la conférence. Nous vous demandons également de bien mettre vos GSM en silencieux pour que la conférence puisse se dérouler le mieux possible. Je vous laisse donc à présent entre les mains du professeur, M. Dantine, que je vous demande d'accueillir chaleureusement, s'il vous plaît. Bien, bonsoir à tous. Merci de l'invitation qui m'a été faite. Merci à vous d'avoir bravé les virus, le froid, le brouillard, les difficultés de parking, et d'être présent ce soir pour parler d'un thème. Bon, je fais pas mal de conférences, j'en fais beaucoup moins maintenant pour raisons de santé principalement, mais j'en ai fait beaucoup et ce thème-là, je l'ai très peu fait. Donc je suis assez content de venir en parler parce que ce crime des liens ou des interliens ou des interrelations, vous savez que dans le champ des sciences humaines et sociales, si vous voulez apparaître peut-être intelligent, il faut multiplier les mots compliqués. Donc plutôt de parler de liens, parlons des interliens, en fait c'est la même chose, mais enfin, peu importe. Tout ça c'est un métier. Entre crime et médias, et c'est vrai que si ici, dans cette très belle bibliothèque, dans laquelle on retrouve d'ailleurs des Liégeois et des Liégeoises égarés, au moins deux, il y a cette organisation consacrée au thème, et donc que ça fait sens, même si je pense que s'infliger une conférence à la base sur ces interliens peut paraître une idée saugrenue, et donc je pense que la première chose dont je dois parler, c'est la raison pour laquelle je trouve que c'est un thème intéressant. C'est mon côté un peu prosélyte, ça je vais essayer de vous convaincre de l'intérêt que ça peut présenter, en tout cas au risque de verser dans l'impudeur, je vais vous dire pourquoi moi c'est un sujet qui m'intéresse et auquel finalement et sur lequel je me penche presque depuis 20 ans maintenant, alors que ça reste une activité, comme je vous le disais, un peu confidentielle. La première des choses, c'est que, et vous verrez que c'est un thème sur lequel je vais revenir, une dimension plutôt sur laquelle je vais revenir, c'est que moi j'essaye, c'est un credo de vie, d'être le plus possible acteur, et quand je décide d'être spectateur, c'est un choix délibéré, c'est-à-dire que je déteste les positions passives, et s'agissant des médias, que nous consommons tous, tout le temps et partout, et j'y reviendrai aussi, mon choix, ça a été de me dire de ne pas être un consommateur passif, avachi ou non dans mon canapé, mais à un moment donné, toujours d'essayer de faire sens
à ce que je peux voir, ce que, alors, une fois que je l'ai vu, je peux regarder. Après l'avoir regardé, ce que je peux observer. Après avoir observé, ce que je peux analyser. Ça, c'est vrai pour tout. C'est certainement ce qui fait qu'on ne fait parfois pas un métier par hasard. Il y a un goût de l'observation, il y a un goût de la recherche qu'on a ou qu'on a cultivé. Et moi, les médias m'ont toujours fasciné en ce qu'ils nous disent et en ce qu'ils reflètent. Et j'étais dans la voiture que j'ai eu beaucoup de peine à garer pour venir ici, et j'écoutais, vous voyez, je me voyais revenu aux grandes heures de l'année 1996, où alors que j'étudiais la criminologie à l'Université de Liège, nous suivions les auditions de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Dutroux, comme le plus haletant des feuilletons, en réalité, d'autant plus qu'à ce moment-là, à titre personnel, je faisais un de mes 2 stages de ce qui s'appelait à l'époque une licence, au sein d'une émission de la RTBF qui traitait beaucoup de cela. J'étais dans les médias, on regardait les médias, on mangeait des médias, et là j'étais suspendu aux lèvres des annonces qui suivaient le Codeco, qui sont toutes proportions gardées, peut-être un peu moins aujourd'hui que ça ne l'a été par le passé, aussi le nouveau feuilleton, et je trouve ça extrêmement, d'abord révélateur. Et extrêmement intéressant, extrêmement riche. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai accepté, vous m'avez peut-être vu, parce que de temps en temps je vais sévir sur l'un ou l'autre média à certains moments d'une actualité généralement plutôt triste. Il faut bien le dire, on m'invite rarement pour les anniversaires ou les choses comme ça, ou si c'est pour des anniversaires, c'est les anniversaires d'attentats. Voilà, je trouve d'ailleurs que le mot anniversaire d'attentat, c'est pas terrible. Je crois que célébration, commémoration, c'est d'ailleurs beaucoup mieux et beaucoup plus adapté. Je ferme la parenthèse. Mais il y avait aussi ce souhait, une fois le petit côté narcissique dépassé, quoi, si vous voulez, parce que ça existe aussi, de se dire « ouais, je suis à la télé, mes enfants, au départ, ça leur plaisait, puis ça les a très vite gênés, maintenant ils s'en foutent. Hein, l'histoire d'une relation, quoi, on dirait l'histoire de mon mariage que je viens de vous brosser en 2 phrases, mais une fois l'aspect narcissique dépassé, si vous voulez, il y avait la volonté chez moi d'aller voir aussi comment ça se faisait, comment ça se construisait. Justement parce qu'on crée dans cet intérêt que j'avais depuis... Ah, le micro est tombé. Le micro est trop bas. Sinon, je peux me mettre à genoux comme à l'école des fans. Hein. Je ne crois pas que ce sera nécessaire. Non, mais... Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, je peux balancer le micro comme ça, en faisant un effet à la Johnny Hallyday? S'il n'est pas... D'accord, ok, ça va. Non, c'est parce que non, oui, ça va? C'est mieux? Non, c'est pas mieux. Ah, il est au maximum. Vous êtes trop grand. Ah, écoutez, c'est la première fois qu'on me le dit. Ouais, t'inquiète, ça passe. Mon micro, faut tourner dans l'autre sens, tu vois. Ça va aller. Voilà. Bonjour micro. Bonsoir Fleurus. Donc je recommence tout? Non, je plaisante. Et donc, cette volonté d'aller voir comment ça se produisait, en plus de faire de la pub pour l'université, parce que ça aussi, ça participe, si vous voulez, du monde dans lequel nous vivons. Hein, vous savez que l'université est tout à fait d'accord de me payer un taxi pour aller de chez moi à la RTBF, qui m'attend à la RTBF, ou à RTL les jours où je suis bien luné, et qui me ramène jusque chez moi. Vous imaginez ce que ça coûte, juste pour qu'il soit inscrit sous mon nom, non plus ULG, mais ULiège, puisque on passe notre temps à changer d'appellation, ce qui permet, je pense, à certains de justifier leur emploi et leur travail. Alors, donc ça, c'était les 2 choses. Puis la troisième chose, et ça, c'est aussi une dimension de prosélytisme, j'espère que je vais au moins faire passer cette idée-là. C'est un truc très personnel, mais je pense que quand on explique les choses, elles sont peut-être mieux comprises. C'est de se dire qu'en réalité, je trouve que l'analyse des individus, l'analyse des gens, fortiori les criminels, hein, qui m'occupent plus particulièrement, enfin, vous savez, le criminel, c'est un être inhumain peut-être pour vous, mais en fait, fondamentalement, c'est un être humain qu'il faut essayer de comprendre. Comprendre, ce n'est pas excuser, bien entendu. C'est de se dire que si on se donne la peine, quand même, à un moment donné, de pousser justement
la consommation soit une phase plus active de compréhension, qu'on arrive à appliquer même des cadres théoriques qui sont très simples, ce qui pour moi est, dans le contexte pandémique que nous vivons, l'élément le plus catastrophique, c'est-à-dire que je trouve qu'il n'y a aucune mise en perspective sur les bonnes théories philosophiques, sociologiques. Je pense qu'on peut arriver à comprendre. Mon laïus pour mes étudiants, c'est il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie, et quand moi-même je vais sur une spéciale après un attentat, comme ça a été le cas pour les attentats malheureusement de Bruxelles ou de Paris, si je n'ai pas ma boîte d'éléments théoriques, je sais que je vais déconner, quoi. Je vais me transformer intellectuellement en Claude Moniquet. Et ça n'est pas loin, si vous voulez, d'être pour moi la photo de Claude Moniquet, ce qui pourrait être placardé à côté du mot drame dans le Larousse illustré, quoi. Parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas dire des intuitions, dire sur des sujets comme ça des opinions. Vous devez essayer, alors ce n'est pas toujours facile parce que ça va vite, c'est très sensible, de vous ancrer dans des éléments théoriques. Et si vous n'avez pas une compréhension de comment les médias, et donc je vous prends un cas très concret, si demain on me téléphone, on me dit « Est-ce que vous voulez venir pour, parce qu'il s'est passé un attentat en Belgique ou dans un pays d'Europe ou ailleurs », si j'y vais, je dois avoir ce bagage-là et je dois savoir comment les médias fonctionnent. Je dois savoir pourquoi on en parle et comment on va en parler. Et ça me permet éventuellement d'essayer, et je n'y arrive certainement pas souvent, d'être le moins mauvais possible. Et enfin, la quatrième raison est plus fondamentale et elle nous permet d'entrer dans le vif du sujet. Vous savez tous ce qu'est un crime, c'est-à-dire l'acte. Vous savez tous ce qu'est un criminel, c'est-à-dire l'auteur. Vous savez tous ce qu'est la criminalité, c'est-à-dire le phénomène criminel en tant que tel. Donc, acte, auteur, phénomène. Et ce que vous en savez vraisemblablement ressort de deux sources de connaissances, enfin trois sources de connaissances possibles. La première, c'est éventuellement votre expérimentation directe de victimes, et pour notre sécurité, j'espère pas d'auteurs, mais c'est possible. Ensuite, c'est peut-être, pour ce qui est en tout cas de l'aspect criminalité, certains crimes, peut-être des éléments statistiques, des chiffres sur le crime. Ça, c'est un truc dont on parle souvent, qui nous donne en tout cas une vision quantitative de l'ordre de grandeur, mais on sait que les statistiques criminelles sont un prisme extrêmement déformant, si vous voulez, du réel que ça donne à voir. Il n'y a rien de plus biaisé comme fournisseur d'images sur le crime que les chiffres du crime. C'est comme pour les chiffres de la pandémie. Un pays qui a un système d'encodage très précis et très rigoureux du nombre de contaminés et du nombre de décès donnera de lui une image qui est un peu plus défavorable qu'un pays qui sera beaucoup plus laxiste. Pour le crime, c'est la même chose. Là où il n'y a pas d'encodage automatique, pas de traitement informatisé, les chiffres, c'est formidable. Vous allez dire, ça c'est un pays sans crime, mais en fait, pas du tout. C'est un pays dans lequel la connaissance quantitative que l'on a du crime est extrêmement lacunaire en raison de cela. Et la troisième source de connaissance que vous avez, ce sont les masses médias. Le crime, est-ce que les médias vous en disent? Et moi, je ne suis pas en train du tout de développer un propos qui est de vous dire « ouais, les médias vous mentent, les médias nous racontent n'importe quoi, puis il y aurait des médias qui disent la vérité, d'autres qui ne disent pas la vérité. » Et ça, vous savez comment ça s'appelle aussi. Ça participe au complotisme sur lequel on pourrait faire une autre conférence et dans laquelle les médias jouent un rôle, un certain nombre de médias. Donc vous voyez qu'on y revient, d'où l'intérêt pour comprendre le complotisme qui entretient des liens très étroits avec le radicalisme, l'extrémisme, la violence, la misogynie, les incels, les gilets jaunes, les antivax et tout ce que vous voulez. Il faut aussi comprendre cette dimension des interliens entre crime et médias, parce qu'il y a cet aspect médiatique. Et c'est parce que, notamment, les médias traitent du crime et sont une source de connaissances pour nous par la fenêtre sur le monde, qu'ils sont plus ou moins avec un effet de reflet fidèle, qu'il faut s'interroger là-dessus, c'est-à-dire quand finalement s'interroger sur les interliens entre crime et médias, c'est questionner les connaissances et les représentations que nous en avons. Ça, c'était fort à la fin. Je ne sais pas si vous avez senti comment j'ai appuyé sur le fait que c'était fort.
Donc tout ça pour vous dire, et pour dire en plein de minutes ce que j'aurais pu dire de manière plus succincte, ce dont je vais vous parler, ce qui me permet de gagner du temps, parce que je n'ai pas grand-chose à dire, mais là aussi, c'est un métier, comme vous le savez. Alors, je voudrais d'abord, si vous me le permettez, vous voyez que j'ai quand même préparé ça attentivement, hein. On m'a rappelé le thème juste avant, parce que, comme si j'étais sénile. C'est une petite blague, c'est que quelqu'un m'a rappelé juste le thème de la conférence juste avant, des fois que j'aurais oublié. Je pense qu'il faut, si vous voulez, d'abord planter le décor médiatique, et un décor médiatique qui a considérablement mué, et les plus anciens d'entre vous le savent beaucoup mieux que les plus jeunes. Vous savez, le temps de ce qu'on a appelé le monde médiatique commun, il est révolu. Le temps où il y avait une chaîne, 2 chaînes, 7 chaînes. Moi, j'ai 2 garçons de 18 et 20 ans, si vous dire si ma vie est un désastre. Je peux vous assurer que l'idée qu'éventuellement on n'aurait que 2 chaînes de télé, d'abord, l'idée selon laquelle on n'aurait que des chaînes de télé pour se divertir et s'informer, pour autant que le mot s'informer, oui, pardon? L'idée qu'on n'ait pas un petit support qui tient dans sa main un smartphone sur lequel on pourrait voir du contenu digitalisé, numérique et ce que vous voulez, et l'idée que, voilà, déjà que même si vous voulez regarder quelque chose, une série ou un film, ou rêvons, un jour de folie pour eux, un documentaire, à mon avis sur le porno, imaginez qu'il faudrait déjà descendre et regarder la télé, the television, c'est déjà quelque chose de complètement, aujourd'hui en 2021, incroyable. Et quand vous ouvrez votre décodeur Proximus ou vous ou autre, je ne fais pas de publicité, et que vous avez 120 chaînes disponibles, là vous vous dites, voilà, enfin, on a quelque chose. Et ça, c'est juste la télé en direct. Vous avez le replay, vous avez la pause, vous avez le redémarrer, vous avez tout ça sur les tablettes, les ordinateurs, les smartphones, sur des supports donc, qui sont de plus en plus petits, de plus en plus portables, de plus en plus miniaturisés, avec des performances extraordinaires. Pour les plus anciens d'entre vous, je vous rappelle dans cette mise en perspective ce qu'étaient au départ les supports d'enregistrement des ordinateurs. Au départ, ça se mettait sur des cassettes audio, je ne sais pas si vous vous en souvenez, puis sur des disquettes 5 pouces 1/4 sur lesquelles on mettait et qui se pliaient. Voilà. Puis on a eu des disquettes 3 pouces et demi. Aujourd'hui, une bête, je prends un support externe, une bête clé USB super petite va faire sans aucun problème 128 gigas, sans même pousser, qui sont quand même d'un facteur exponentiel largement supérieur aux 512 kilooctets que vous retrouviez sur la disquette 5 pouces 1/4, qui à un moment donné était confondue par votre maman et qui l'avait mis en sous-tasse parce qu'elle ne savait pas ce que c'était, et ce qui avait évidemment détruit tous les jeux que vous aviez sauvegardés. Et je ne vous parle pas de la vidéo à la demande, je ne vous parle pas du streaming, je ne vous parle pas de l'offre légale de tout ça, je vous parle d'un monde médiatique qui s'est considérablement étoffé, d'un monde médiatique commun qui n'existe plus, ou de moins en moins, d'un monde médiatique qui se décline aussi à travers un ensemble d'applications interreliées, alors du contenu informationnel ou pseudo-informationnel qui vous est donné par Facebook en fonction des algorithmes calculés de votre consommation qui vous proposent en fait du contenu qui est adapté à votre consommation passée, ce qui à un moment donné va restreindre assez forcément par la mécanique algorithmique le monde de l'information qui va percoler à travers ce vecteur-là. Un monde médiatique également qui est, en fait, ce monde médiatique que je viens de vous décrire, c'est le monde de la société dans laquelle on vit, et j'en fais un tableau ici un peu cynique parce que j'aime bien ça, mais il y a évidemment beaucoup de choses positives, et peut-être certainement plus de choses positives que de négatives, mais en fait, le tableau des médias, c'est le tableau de la société, hein. C'est un monde médiatique qui a écrasé les distances. Aujourd'hui, vous voulez savoir ce qui se passe au Pakistan, ça demande un petit effort, mais c'est possible. Il y a 25 ans, c'était complètement incroyable. Au sens premier, c'est impossible à croire. Les distances sont écrasées, le temps est absolument aussi écrasé. Aujourd'hui, l'information, elle est à la seconde ou à la minute,
alors qu'il y a 20 ans, elle était au jour. Et les médias traditionnels, il faut bien les appeler comme ça. Vous savez, l'expression les médias traditionnels ne choque pas, mais c'est un peu comme les métiers traditionnels, c'est un peu la baguette ou le vin pleine de farine versus la baguette industrielle de la grande surface. Les médias traditionnels courent aujourd'hui derrière l'info, là où jadis elle la maîtrisait et c'est elle qui la produisait. Aujourd'hui, chacun est producteur d'infos. Snapchat, Instagram, Twitter, tout ce que vous voulez, Periscope, TikTok, tout ce que vous voulez, chacun est aussi producteur de contenu. Vous voulez faire un blog, vous faites un blog. Okay? Et ça aussi, ça a considérablement changé. Avant, les producteurs d'information, c'était des journalistes de la RTBF, et puis c'était les journalistes d'RTL, et puis il y a les journalistes français. Voilà. Ils sont arrivés dans ce paysage. Alors un autre acteur déterminant, qui sont les chaînes d'infos en continu, qui, elles, ont comme core business, de produire de l'info, comme leur nom l'indique, en continu. Et ça, c'est un truc qu'il faut avoir pratiqué un jour, parce que c'est assez exceptionnel. Vous savez que ces chaînes d'infos, je vous le dis au passage, puisqu'elles doivent faire de l'info en continu, il faut qu'elles meublent de l'antenne, pendant le temps d'antenne, au-delà des rediffs. Et quand il se passe un fait d'actualité plus ou moins important, il faut qu'ils fassent tourner les têtes, au sens faire une rotation des têtes. Et ils ont véritablement des gens qui sont des rabatteurs, en réalité, qui téléphonent pour booker des experts, pour booker des gens, pour remplir le temps d'antenne, puisque le même expert ne peut pas rester comme un poteau 5 heures devant la face caméra, si ça va durer 10 heures de direct qu'il va falloir meubler. Et donc, ce monde médiatique-là, avec cette offre hyper étoffée qui crée, ce que vous connaissez, hein, le principe, on est passé d'une problématique de sous-info à une problématique de sur-info, c'est la fameuse infobésité hein, dont on parle souvent. Eh bien, cette problématique-là, ce monde-là, avec quelque chose de complètement écrasé dans le temps et dans l'espace, en réalité, c'est la société dans laquelle on vit. Hein. Moi, j'attire toujours en première année l'attention de mes étudiants là-dedans. Notre rapport au temps, notre rapport à l'espace est complètement bouleversé. L'exemple que je donne toujours, c'est jadis, pour tenter de cultiver chez mon épouse l'idée selon laquelle nous serions dans une relation d'égalité, je lui dis de temps en temps, je vais faire les courses. Et elle me faisait des listes. Et lors de mon premier mariage, j'en suis qu'au 8e, j'avais des listes papier qui étaient faites par mon ex-épouse, et un jour, elle m'avait mis salade. Et pas très rodé au rayon fruits et légumes, j'arrive, et là, je vois 10 sortes de salades, quoi. Et je me dis, merde, laquelle, quoi? Vraiment une question d'ordre existentiel. Une roquette, des jeunes pousses, une iceberg, des feuilles de chêne ou que sais-je encore. Je rentre dans un tremblement incroyable et heureusement le GSM est passé par là. Parce que là je l'appelle, sinon vous imaginez le drame que c'était il y a 20 ans où vous preniez quand même le risque d'une engueulade monumentale en disant je mise sur l'iceberg. Ou alors si vraiment vous étiez en tension dans le coup, vous preniez toutes les sortes de salades et vous lui disiez, tiens, je t'ai tout ramené, tu feras un collier avec ce qu'on ne mangera pas. Mais vous vous rendez compte qu'on est connecté partout, tout le temps, et aussi que finalement, la notion de recherche de réponse à une question, elle a considérablement évolué. Et aujourd'hui, face à cette ultra-offre, accélérée, avec des chaînes d'infos en continu, un monde médiatique commun qui n'existe plus, vous avez une information qui ricoche comme une balle magique sur tous les murs de cette bibliothèque en permanence, avec des médias qui sont dits traditionnels. Alors pour certains, ça veut dire d'ailleurs ce mot-là de qualité, pour d'autres, ça veut dire suspect, à la solde des élites. Vous avez des médias dits alternatifs, alternatifs parce qu'eux diraient la vérité avec un grand V majuscule, alternatifs parce qu'ils travaillent autrement, parce qu'ils s'intéressent à d'autres thèmes. Et donc vous avez un monde médiatique qui est extrêmement difficile à lire. Et donc la question c'est qu'est-ce que ce monde médiatique d'aujourd'hui nous dit du crime? Eh bien, la première chose, c'est que le crime, au sens le plus large, de l'infraction au code de la route
jusqu'au serial killer, en passant par le chef d'entreprise qui détourne de l'argent, le politicien véreux, l'infirmier qui pratique des euthanasies non autorisées, tout ce que vous voulez, plus ou moins monstrueux selon votre définition de la monstruosité, le crime est absolument omniprésent dans les médias. Et on peut même aller jusqu'à dire qu'il occupe une place médiatique qui est sans aucun rapport avec la place qu'il occupe dans notre société. Si vous prenez le facteur mortalité, il est complètement incroyable qu'on parle 150 fois ou 200 fois plus, je n'ai pas de chiffres, du crime que du diabète. Je suis diabétique. Ou que des maladies cardiovasculaires. Le terrorisme est un phénomène criminel grave, mais vous avez beaucoup moins de chances de mourir dans un attentat que dans un accident de la route. Dans un bête accident que vous faites tout seul ou sans infraction, ou parce que vous commettez un excès de vitesse, ou parce que vous entrez en collision avec quelqu'un qui a commis une infraction, votre probabilité de mourir d'un attentat, elle est mais infinitésimale en regard des infractions au code de la route. Et vous savez que vous avez beaucoup moins de chances, de probabilité de mourir dans un accident de la route que de mourir d'une chute accidentelle. Il y a combien de morts sur les routes bon an, mal an en Belgique? 3 000. Qui dit plus? 8 000. Qui dit moins? Aujourd'hui, on est environ à 800 morts par an en Belgique. Et ce petit exercice qu'on vient de faire maintenant, et rassurez-vous, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, je l'ai déjà fait il y a 10 ans dans une séance d'information parents-réto, truc toujours gênant, c'est les rétos qui viennent avec papa-maman pour savoir quelles études ils vont faire. Et il y avait une dame qui m'avait dit 40 000. Mad Max, quoi. Vous sortiez des gens qui vous tiraient dessus pour prendre votre essence et tout ça et ça. 40 000. Je dis 40 000. Et là, je dis qui dit plus? Je me dis que les gens vont la huer ou quoi? Non, non, il y a 10 marins qui se lèvent. Et je dis, madame, combien? 100 000. 100 000 morts, quoi. 5 stades de foot du Standard quand ils gagnent, il y a 20 ans. Vous imaginez le truc? 100 000 morts, quoi. Et en fait, il y a 800, 850 morts. Ça va dépendre un peu des conditions climatiques. Ça va aussi fortement dépendre du degré de sécurité offert par les voitures contemporaines, qui est bien plus élevé, qui fait que vous n'avez pas moins d'accidents, mais et heureusement, hein, de moins en moins d'accidents mortels. Et d'ailleurs, alors, truc incroyable, par contre, le nombre de contrôles sur la route, lui, il est sur une courbe inversement proportionnelle au nombre de décès, hein, qui est plutôt, non, même plus qu'inversement proportionnelle. Et d'ailleurs, pour les raisons que je vous ai dites, et qui maintenant n'ont plus de secret pour vous, et vous serez content d'être venu aujourd'hui, parce que, voilà, évidemment, au plus on va mettre des radars, au plus on va enregistrer des excès de vitesse, qui existaient déjà vraisemblablement avant que les radars ne les détectent, et on constate que les gens ne respectent pas forcément, c'est difficile de faire la péréquation avec l'augmentation du contrôle, on ne respecte pas forcément plus les limitations de vitesse, en réalité, que la corrélation, elle existe, mais pas de la manière dont on voudrait nous faire croire. Mais pourquoi est-ce que les gens croient qu'il peut y avoir 40 voire 100 000 morts sur les routes? Parce qu'ils voient ce contrôle et que chaque lundi, aujourd'hui c'est un peu moins, mais dans les journaux locaux, on voit le récit qui est, et ne vous méprenez pas, hein, ce que je dis n'est pas du tout cynique, absolument dramatique. Je vous dis, moi je suis père de jeunes garçons, d'une embardée, malencontreusement, où les uns sont morts, les autres sont blessés. Parce que ça va être médiatiquement traité. Mais si je trébuche en raison d'une épilation préalable un peu violente de cette estrade et que je me fracasse la tête ici dans une chute accidentelle, on n'en parlera pas. J'ai peut-être le procès qu'on fera, mais ça c'est un autre débat. Et donc le crime occupe une place très importante. Demain, si vous voulez, faites l'exercice, regardez en version papier. Oui, parce que ça, j'en ai pas parlé aussi.
Moi, j'ai un abonnement GoPress, je ne sais pas si quelqu'un en a un. Avec GoPress, c'est Belgia qui fait ça. Tous les matins, je lis tous les journaux en version électronique. C'est mon petit rituel du matin quand je commence ma journée vers 11h30. Et c'est ce que je fais. Eh bien, regardez, vous allez voir. Je vous mets au défi de trouver un journal, le soir, la Libre, la Meuse ou l'ADH, dans lequel il n'y a pas une page dans les 5 premières pages qui est consacrée à un phénomène qui, de près ou de loin, est consacré au crime au sens le plus large ou à la justice pénale. Et donc, je le dis, même si ça me sert, parce que je ne voudrais pas d'un monde sans crime, sans quoi je serais au chômage et que j'ai encore besoin de travailler pour vivre, le crime occupe une place qui est prépondérante dans les médias et qui est sans commune mesure avec l'intérêt sociétal qu'il représente, de l'enjeu sociétal qu'il représente. Et alors, ce qui est encore plus remarquable au sens premier du terme, c'est que quand les médias parlent beaucoup du crime, ils parlent alors beaucoup plus des formes ultra-violentes que des formes les plus communes. Un homicide a un facteur 9 ou 10 de probabilité supplémentaire d'être médiatisé qu'un cambriolage. En réalité, il y a une étude américaine très célèbre qui a été faite, c'est extrêmement difficile à réaliser pour tout un tas de raisons méthodologiques, qui disait que, indépendamment du fait que les médias donnaient une grande place au crime, à partir du moment où les médias parlaient du crime, ils donnaient 9 places sur 10 aux formes les formes de crimes violents et 1 place sur 10 aux atteintes à la propriété, alors que si même les statistiques criminelles reflètent imparfaitement le crime, on va les prendre comme un baromètre, la proportion est renversée, à savoir qu'elles nous disent qu'il y a un fait criminel violent pour 9 atteintes à la propriété. Vous me suivez? Donc les médias parlent beaucoup du crime, et 9 fois sur 10, ils parleront d'un crime violent, et 1 fois sur 10 d'une atteinte à la propriété, alors que quand on regarde les statistiques criminelles, c'est 9 faits contre la propriété pour 1 fait criminel. En soi, ce n'est pas critiquable, mais si, en tant que consommateur des médias, et j'ai toujours de longues discussions avec ma propre maman, qui va bientôt fêter ses 4 fois 20 ans, si vous prenez comme lucarne sur le monde les médias, et que vous vous dites le monde que les médias me décrivent et le monde dans lequel je vis, parce que je suis une personne âgée et que je ne sors pas énormément, et parce que j'ai eu la chance, je n'étais ni victime ni auteur, et les chiffres ne m'intéressent pas, donc la connaissance que j'ai sur le crime, c'est ce que les médias en disent. Je vais devoir 3 jeunes gens qui viennent de passer là derrière. Pour ma mère, 3 jeunes qui sont là devant, c'est un gang. C'est un gang. Ma mère me dit, je vais promener le chien, ok, et il y a des jeunes, et je change de trottoir. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, je vois bien qu'ils me regardent de manière bizarre. Je lui dis, mais es-tu sûr que ce n'est pas parce que tu changes de trottoir qu'ils trouvent que... Elle me dit, oui, mais c'est louche quand même. Mais je dis, qu'est-ce qui est louche? Des jeunes à cette heure-là. Et je dis, quelle heure? 19h. Je dis, ça va. On va se calmer. Eh bien, je vais y revenir dans un instant, mais tout cet imaginaire-là, il est nourri, si vous voulez, de ce que l'on peut lire dans les médias. Et ma mère m'a même dit la semaine dernière, et je vous assure que c'est vrai, à l'aune d'un fait divers qui est arrivé dans la SB, dans la commune de Remicourt, où le voisin d'une octogénaire l'a tué, ainsi que le voisin qui était venu à sa rescousse, l'autre voisin qui était venu à sa rescousse. Après l'avoir violé, ma mère a même dit, tu t'imagines s'il voulait me violer? Parce que oui, ça existe. Mais sa probabilité statistique, elle est quasi nulle. Et donc, si vous voulez, le fait d'accorder au crime une place qui est ultra importante, et là, ce n'est pas une opinion que je vous donne, c'est ancré dans un faisceau d'analyse très sérieuse, bien que très lourde à mettre en œuvre, au crime, et que dans ce crime,
sont médiatisées les formes les plus graves, ça crée un double effet de loupe qui peut avoir, ce sera la deuxième partie que je vais évoquer, des conséquences qui sont assez concrètes et délétères. Alors évidemment, ça va se décliner, ce rapport à la médiatisation du crime, de manière différente. C'est-à-dire qu'en quantité, combien, en qualité, ce que l'on va en dire va varier. D'abord, le web, ce n'est pas la presse écrite. La presse écrite, ce n'est pas la radio. La radio, ce n'est pas la télé. Okay, je vous rappelle que là, je vais parler 50, peut-être 55 minutes si je suis pris d'une crise de folie, et ça me permettra de facturer 5 minutes à titre d'extra. Si un journal télévisé, la durée moyenne d'un reportage, c'est combien? Ben, vous êtes bien, c'est 2 minutes 30. Excusez-moi, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Le reste, ce n'est pas mon business, moi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'intelligent, éventuellement, et d'intelligible, éventuellement, en 2 minutes 30? 2 minutes 30, sur lesquelles, par exemple, quand c'est moi qui suis interviewé, je ne maîtrise pas, puisque moi, je vais laisser pour un reportage du JT, je vais laisser 10 minutes dans la boîte, et le gars va prendre, ou la fille va prendre, pas de sexisme, hein, va prendre 2 fois 10 secondes ou 2 fois 15 secondes. Mais comme je connais la musique, je vais bien le travailler au corps pour que tout ce qui va dépasser les morceaux qu'il va prendre chez moi, lui, il dise en fait ce que je lui ai dit, mais qu'il va redire, mais parce que pour la construction de ce reportage. Qu'est-ce que vous voulez raconter en 2 minutes 30, en qualité? Rien. En presse écrite, une interview, c'est entre 45 minutes et 1 heure. Qu'est-ce qui reste? 3 passages. Et là aussi, si vous avez l'habitude, vous connaissez bien les journalistes, il faut pilonner pour que ce que lui écrit soit aussi ce que vous dites, mais sans guillemets. Mais c'est rien du tout. Une demi-page, vous savez, c'est un exploit hein, dans la presse écrite. La radio, elle faisait exception, mais sous l'effet de ce monde médiatique en perpétuelle évolution, moi j'ai connu la radio, j'ai fait Matin Première quand j'étais jeune chercheur en 2000, je pense. Là, vous aviez un temps incroyable. Ce temps-là, il n'existe plus. Vous étiez l'invité de Matin Première et pas un des invités de Matin Première. Et quand j'ai fait cette émission en 2000, ce n'est pas une critique par rapport aux journalistes, c'est une critique par rapport au monde dans lequel vivent les journalistes. Vous savez que moi, je pense que j'ai tout fait sur le plan médiatique, vraiment. Voilà, et c'était même devenu un challenge, quoi. J'ai fait les petites télés locales, les télés françaises. J'ai fait la BBC le 22 mars 2016 en anglais, en entendant un mot sur 2 et aucun retour image dans le noir complet, à l'heure de grande écoute. Je ne savais pas si le mec m'entendait, il posait des questions, je comprenais en anglais un mot sur 2. J'ai tout fait, et je peux vous dire qu'il y a une question qu'on ne vous pose plus jamais quand on vous contacte. Après vous avoir demandé est-ce que vous êtes dispo pour parler de ce thème-là, la question qu'on ne vous pose pas, c'est qu'est-ce que vous avez à dire hein? Ce qui fait que moi-même, souvent, on se retrouve dans les médias alors que les gens n'ont rien à dire, quoi. Juste pour le plaisir d'y être, quoi. Et ça, c'est quand même aussi à comprendre. Et la radio, qui était ce média dans lequel on avait le temps de s'exprimer, ben, vous ne l'avez plus. Vous savez que paradoxalement, le moment où vous avez le plus de temps de dire quelque chose, mais c'est compliqué parce que vous êtes sur le vif, c'est les spéciales où il faut précisément meubler. Et là, vous pouvez parler. Mais parler sur des trucs qui sont en train de se produire. On vous pose des questions qui sont absolument abracadabrantesques, quoi. Prenez la nouvelle émission de celle qui est honnêtement, enfin de ceux qui sont du duo qui est, pour moi, qui sont les 2 meilleurs journalistes pour le moment. Ça, c'est un jugement de valeur qui n'engage que moi. C'est Arnaud Reussen et Julie Morel qui font l'émission Déclic. L'émission Déclic, c'est l'émission qui prend le temps. Et j'en parlais avec Julie Morel quand elle a lancé cette émission et qu'elle a quitté l'info hein, pour aller là-bas. Elle me dit on va prendre le temps, on fait des formats de 8 minutes. Et là, je la regarde en rigolant. Elle me dit, pourquoi vous riez? Et je dis, vous savez bien pourquoi je rigole. Parce que c'est 4 fois plus. Mais c'est rien du tout quand même. Et donc, ça va varier d'un média à l'autre et d'un type de marché à l'autre. Parce que nous, on est encore relativement épargnés, mais imaginez quand même un petit peu ce que c'est que la presse tabloïde anglaise. On n'a pas vraiment, tous nos journaux sont plus ou moins en format tabloïd, mais ça n'a aucun rapport. Vous entendez du bruit, hein, c'est ça, c'est de la musique, c'est des jeunes du gang. Hein, ça.
Et donc voilà. Et donc c'est quelque chose vraiment qu'il faut comprendre, que l'on va avoir une hypertrophie du crime et une hypertrophie du média. Alors la question c'est pourquoi est-ce que le crime occupe, si vous voulez, une place aussi importante dans les médias? Parce qu'il y a des travaux qui sont assez connus, qui identifient un certain nombre de facteurs et de caractéristiques qui augmentent la probabilité d'un fait de devenir une information. Un fait, c'est ce qui survient dans le réel, une information, c'est ce qui est traité médiatiquement. Et quand on les analyse, le potentiel de nouveauté, le potentiel de mise en image, le caractère potentiellement dramatique, la possibilité de raconter quelque chose en histoire de personnes, en l'occurrence un auteur, une victime, des auteurs, des victimes, eh bien, tous ces facteurs-là qui valent pour tous les faits, on voit que directement le crime les collecte. Directement le crime les collecte. Je vous parlais du fait des attentats. Vous n'imagineriez pas qu'à un moment donné, si un attentat survient pendant que nous parlons, je dis ça, je ne veux pas nous porter le mauvais œil, parce que le 21 mars 2016, je faisais une conférence et j'ai dit exactement la même chose. Si survient un attentat, et le 22 mars, il s'est passé ce qu'on a connu. Je n'ai pas dit que ça allait arriver, sinon, si j'avais eu des infos, j'aurais réagi. Voilà. Je ne suis pas cartomancien, moi, hein, je suis criminologue. Et vous ne comprendriez pas que les médias n'en parlent pas. S'il y a un attentat sur la Grande Place de Bruxelles, vous ne comprendriez pas que les médias n'en parlent pas. Mais voilà, ça va être assez incroyable. Et un truc qui marche très fort aussi pour expliquer pourquoi un fait va être médiatisé ou non, c'est ce qu'on appelle le conventionnalisme. Alors ça s'appelle souvent le mort kilomètre, quoi, si vous voulez, mais moi je préfère le conventionnalisme, c'est-à-dire que effectivement un enfant qui disparaît ici dans la région ou dans le pays, on en parlera. Mais si c'est un petit enfant du Bangladesh, forcément on n'en parlera pas médiatiquement. Si on a un attentat ici qui fait 2 morts, c'est 2 morts de trop, il faut en parler. Et vous savez qu'au Pakistan et en Afghanistan, il y a quasi tous les jours, et en Irak tout un temps, il y a quasi tous les jours un attentat. Là, l'unité, c'est 20 morts, 40 morts, 60 morts. On n'en parle même plus. Parce que, sur un plan du conventionnalisme, c'est loin. Ce n'est pas notre langue, ce n'est pas notre culture, ce n'est pas un endroit où on s'identifie. Vous savez que moi, j'ai senti une émotion chez les Belges qui était presque plus importante après les attentats de novembre 2015 à Paris qu'après les attentats de mars 2016 ici à Bruxelles. Comme si on avait épuisé notre capitale. Parce que pour nous, les Français qu'on déteste parce qu'ils nous battent au foot, parce qu'ils nous regardent avec un air supérieur, j'espère qu'il y a des Français ici, quoi. Mais ces Français-là, à Paris, on a tous été, ou presque, en tout cas, on peut s'imaginer, ils parlent la même langue que nous. Et donc, c'est un peu comme nous. Mais honnêtement, les Pakistanais, les Afghans, qu'est-ce qu'on s'en fout? Je le dis de manière caricaturale, mais c'est comme ça. Et donc, on ne va pas en parler. Ou très peu. Très peu. Très peu. En tout cas, s'il y a un attentat, ça va être un entrefilet. Mais et franchement, dans les journaux télévisés, même pas. Vous le retrouverez sur une colonne de la presse écrite. Parce que cette règle du conventionnalisme, elle fonctionne. Et elle s'applique. Et le crime, il collecte tous ces facteurs. Ça, c'est pourquoi. Il y a encore une question plus fondamentale, c'est pourquoi est-ce que les médias fonctionnent sur ces critères qui font que peut-être on hypertrophie la question criminelle et dans ces faits criminels hypertrophiés, on jette la lumière sur les faits les plus rares mais les plus dramatiques et pas sur les faits les plus fréquents et que vous êtes d'ailleurs les plus susceptibles d'expérimenter comme victimes. C'est parce que là, vous avez aussi différents courants qui identifient le fonctionnement des médias. Je vous donne quelques points de repère, vous pouvez y réfléchir. Il y a l'approche radicale des médias qui dit que les médias trient l'information pour servir les élites qui les dirigent. Ça va vous paraître, c'est évidemment une pensée de gauche, ça va vous paraître complètement outrancier, mais ça n'est pas dénué de tout fondement de réalité. À l'opposé, vous avez les approches libérales qui vous disent « mais tout ça, c'est pas vrai, les journalistes, ils ont de l'indépendance, de l'éthique, c'est eux qui ont fait éclater plein de scandales ». C'est tout à fait outrancier aussi, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Vous savez que dès que vous mettez même un documentaire sur une chaîne télé, la première question que les journalistes se posent le matin, c'est combien on a fait d'audimat. D'accord? Et donc, de dire que tout serait dans la pureté des journalistes et que les journalistes seraient complètement indépendants, bon, je ne devrais pas le dire ici parce que c'est filmé, mais sinon, si ce n'était pas filmé, je le dirais plus aisément, mais moi j'ai participé, indépendamment du fait d'être interviewé comme consultant officieux sur un documentaire que vous avez peut-être vu sur les fraudes dans le football.
qui a été diffusé, fait par Patrick Remac et Thierry Luters, qui sont devenus de copains au détour de ça. Je peux vous dire, par exemple, que se dire que ce documentaire va être diffusé au mois de mai, alors que la RTBF a les droits sur le championnat d'Europe qui va débuter au mois de juin, c'est quand même mieux de le diffuser en septembre. Hein. Vous voyez la dépendance des journalistes. Et puis, au milieu, il y a une troisième approche, et celle-là, je tiens quand même à vous en parler en 20 secondes, ce qu'elle est importante, c'est ce qu'on appelle l'approche dite postmoderne, qui dit « Oh, les radicaux peuvent dire ce qu'ils veulent, les médias seraient à la solde des élites qui dirigent, élites financières, élites politiques. » Mélenchon, il parle tout le temps de ça. Et l'approche libérale qui dit que l'indépendance des journalistes, elle prime surtout. L'approche postmoderne, ils se trompent tous les deux. En fait, aujourd'hui, les médias n'ont plus, c'est aussi outrancier, de souci d'objectivité. En réalité, le journalisme n'est plus du journalisme d'information, c'est ce qu'on appelle du journalisme communicationnel. Et ce qui importe, c'est l'information, qui est un produit à vendre comme les autres, c'est est-ce qu'on va le vendre, en réalité. Et ce qui détermine ce que les médias disent, c'est outrancier aussi, c'est la valeur de ce produit qu'on va vendre. Et l'information est un produit comme les autres, comme un smartphone, comme autre chose. Et donc ça nous dit comment les médias fonctionnent, quels critères ils choisissent, et ça nous explique quand même un peu, peut-être, pourquoi on parle beaucoup trop du crime et pourquoi beaucoup plus de certaines formes de crime. Alors, maintenant, je vais voir très brièvement, je vous rassure, je ne vais pas vous saouler. Donc là, c'est un peu le décor, ce que les médias disent et comment ils fonctionnent. Je vais prendre 4 effets possible de la consommation médiatique, et je ne veux pas rentrer du tout dans le média bashing, puisque si j'étais dans le média bashing, je n'irais pas dans les médias, hein. Les choses soient claires. Le premier effet que je voudrais envisager, ça va être l'effet de la consommation de contenu d'information dans les médias sur l'insécurité, je l'ai un peu évoqué avec ma maman. Alors de dire que parce que on consommerait des journaux télévisés ou des journaux papier ou de la radio, on se sentira en insécurité, ça, c'est juste purement intuitif, c'est une opinion que vous avez le droit d'avoir, mais ce n'est pas scientifique. En fait, il y a 3 modèles qui expliquent les raisons, 3 modèles principaux, il y en a d'autres, qui expliquent les raisons qui font que les gens, indépendamment des médias, se sentent en insécurité. Premier exemple, première théorie, on se sent en insécurité par rapport à ce qu'on a expérimenté nous-mêmes. Donc j'ai été victime et j'en tire, il n'y a même pas question de dire que c'est légitime ou non, hein. J'ai été victime, imaginons je vais reprendre ma voiture dans la petite rue glauque où je me suis garé et je me fais piquer ma bagnole et après je vais avoir peur à chaque fois que j'irai chercher ma voiture et je ne voudrais même plus y aller, je vais relaisser dans la cabane, je vais vivre chez moi, etc. Et je n'irai plus jamais, j'ai un fleurus, j'ai perdu une voiture et des poils. Et donc, le principe est celui-là. Et c'est tout à fait compréhensible. Et vous savez que ce n'est pas aussi automatique que ça, hein. Tous les gens qui ont été victimes ne développent pas nécessairement de l'insécurité, que du contraire. La résilience de l'être humain fait parfois que des gens ont très peur après avoir été victimes et d'autres n'ont pas du tout peur, voire même assez incroyablement qu'ils ont moins peur après avoir été victimes qu'ils avaient peur avant de l'être. La deuxième source, c'est ce qu'on appelle la victimisation par tiers, intermédiaire. Vous connaissez quelqu'un qui a été victime, et bien que vous n'ayez pas été victime vous-même, vous avez peur. Et si ce quelqu'un est important pour vous, vous aurez peut-être plus peur parce que la force du lien qui vous unit avec cette personne va faire en sorte que, au plus vous avez dans cette perspective-là un réseau social au sens premier, hein, un réseau de société, pas un réseau social, quoique, j'y reviens, qui est large, au plus vous allez éventuellement absorber cette victimisation des autres que vous allez faire vôtre. Vous me suivez? Et là, on constate que souvent, les gens ont davantage peur, enfin, ont peur alors qu'il ne leur est rien arrivé. Donc, c'est cette hypothèse-là qui semble prévaloir. Et alors, un truc incroyable, c'est que les gens qui ont été victimes et qui connaissent des gens qui ont été victimes ressortent une insécurité plus grande de la victimisation des autres que de la leur. Et dans ces autres, il y a ceux qu'on connaît, Pierre, Paul, Jean-Jacques, qui vous voulez. Il y a ceux qu'on ne connaît pas, mais desquels on a des nouvelles sur notre smartphone. Et il y a ceux dont les médias nous parlent, incontestablement. Donc il est tout à fait tangible de penser, avec un ancrage où on a étudié, mesuré, de dire qu'on peut avoir peur sans avoir été victime,
juste parce que l'on voit, parce que l'on entend, parce que l'on regarde, parce que l'on écoute, et sans avoir nous-mêmes expérimenté directement les choses. Et dans cette théorie, dans ces théories de l'insécurité, on peut introduire un troisième élément dans l'équation, c'est ce qu'on appelle en réalité aussi un modulateur qui serait, je dirais, lié à la définition que nous avons tous de notre vulnérabilité physique et de notre vulnérabilité sociétale. Vous vous dites peut-être, moi, si je me fais agresser ici en sortant, j'ai les moyens de me défendre. Ou vous vous dites, je n'ai pas du tout les moyens de me défendre. Je cours vite, je fais du Krav Maga. Je ne sais pas me défendre, je suis faible. Eh bien, évidemment, si vous consommez des contenus médiatiques qui vous parlent des formes de criminalité tout le temps et des plus violentes, et que vous avez une vision peut-être juste, mais en tout cas subjective, et il faut savoir que c'est toujours la vision subjective qui domine, que vous soyez fort objectivement n'a pas d'importance. Si vous vous sentez faible, vous aurez une vulnérabilité physique que vous définissez comme faible, vous allez être beaucoup plus en insécurité que si même à tort, vous croyez que vous êtes super fort. Et qui peut-être à un moment donné va faire que vous allez vous faire rétamer la tête là-bas sur la Grand Place, et que vous vous sentiez fort, et que vous allez vraiment victimiser, et qu'après, vous allez souffrir d'un gros syndrome post-traumatique. Et c'est la même chose sur le plan sociétal. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, si vous êtes isolé, indépendamment de votre vulnérabilité physique, si vous êtes isolé, que vous n'avez pas de contact, vous allez avoir un état qui va faire que vous allez encore y avoir une perception de votre vulnérabilité qui va être importante, et ça va agir comme un effet de levier, et ça va multiplier ça. Ça va multiplier cet effet. Et notamment, si vous avez, effectivement, vous allumez votre télé, vous vivez seul. Imaginons une personne âgée, ou pire, moi j'ai souvent été hospitalisé pour raisons de santé, je pense qu'il faut se rendre compte de ce que c'est que la vie de gens qui font des longs séjours à l'hôpital et qui n'ont que la télé, surtout à des périodes où les visites ne sont pas autorisés. Vous êtes là, vous consommez de la télé et vous n'avez personne pour parler même de ce que vous voyez. Cet effet tampon éventuellement de « je prends un peu de recul sur ce que j'ai vu à la télé » n'existe pas à travers cette intercommunication, et vous avez une vulnérabilité sociétale qui est extrêmement grande. Parce que quand survient le fait criminel dont on est victime, dites-vous bien que c'est la fin de ce que on croit tous, hein, on a tous une conviction d'invulnérabilité. On sait tous, on dit tous, oui, je sais un jour que je vais mourir. Le jour où vous voyez, moi je l'ai vu à 2 reprises, le jour où vous voyez aux soins intensifs et que vous vous dites c'est fini, vous vous dites, ah oui, là c'est plus juste une idée, c'est quelque chose de précis. Et votre sentiment d'invulnérabilité, cette sacralité de la vie à laquelle vous avez toujours cru, elle en prend un coup. Si vous avez un jour un pistolet braqué sur votre tempe, ce sentiment que vous avez là, il est extrêmement violé parce qu'il est en train de vous arriver. Et donc, oui, mais comme je viens de l'expliquer de manière un peu caricaturale, mais néanmoins sans tordre la vérité scientifique, la consommation de contenu médiatique peut produire de l'insécurité, c'est un effet concret. Et c'est là qu'il faut lier les deux. Qu'est-ce que les médias nous disent du crime, ici je parle de l'information, etc. Et comment et pourquoi ils fonctionnent et qu'est-ce que ça peut produire. Deuxième effet, l'inverse. Vous avez tous vu des séries policières, c'est un genre qui cartonne. D'ailleurs, c'est intéressant de le noter. Hein. À partir des années 90, 95, il y a une poussée, notamment autour de la série dont les plus anciens se souviennent peut-être, qui s'appelait Urgence, où on filme avec le Dr Green, Marc de son prénom, et évidemment l'ineffable George Clooney qui est là-dedans. Arrive le genre médical, ce qui n'avait quasi jamais été fait auparavant, c'est-à-dire on filme des interventions, il n'y a pas beaucoup de sang, mais on est... Voilà. Et puis vous allez voir ce genre-là qui va se propulser dans les séries télé, et ça, il y en a toujours, même si la série est en perte de vitesse, Grey's Anatomy, pour ceux qui connaissent, c'est toujours à peu près la même chose. Et donc là, vous avez vraisemblablement un genre qui se développe. Et puis les séries télévisées policières qui ont toujours existé, comme dans la littérature, elles reviennent en force. Et d'ailleurs, les séries en elles-mêmes reviennent en force. Et je vous renvoie à ce que je vous disais du monde médiatique et de la société dans laquelle on vit. Vous savez que j'ai encore fait le test la semaine dernière dans un amphi où il y a 500 étudiants. Je demandais qui regardait des films régulièrement, au moins 4 fois par semaine,
Il y en avait une trentaine qui a levé la main. J'ai demandé qui regardait des séries tous les jours. Tous les bras se sont levés. Parce que, et moi-même, je suis un grand consommateur de séries, c'est très adapté au mode de vie qui est le nôtre. Ça dure 52 minutes, ça se regarde en vidéo à la demande, en copie pirate, en ce que vous voulez. Ça s'arrête, etc. C'est 52 minutes. On peut, voilà. Et en plus, ce sont des mécaniques qui sont bien connues. Si même vous prenez la série en cours, vous savez plus ou moins, parce que le schéma narratif est chaque fois le même, comment ça va se produire. Une série que vous avez vraisemblablement vue, qui a été le gros blockbuster du début de la première décade de 2000, c'est la série Les Experts. Vous avez tous vu, je pense, un épisode de la série Les Experts. Cette série, ça a été un ovni dans le monde télévisuel, la série Les Experts. La série des experts, qu'est-ce qu'elle nous dit? La série des experts, d'abord, elle réussit le pari de faire non pas de la criminologie, mais de la criminalistique, c'est-à-dire des techniques issues des sciences dures, la biologie, la chimie, la physique, la médecine, que je rangerai dans les sciences dures, hein, plus ou moins la médecine légale, de faire vous avez tous eu des cours de sciences, c'est pas les cours de sciences, enfin, il y a peut-être des gens qui ont fait des sciences, mais de manière générale, ce n'est pas les cours d'extase, quoi. Je veux dire, la science, c'est quelque chose qui n'est pas télégénique à la base. Et si vous vous souvenez bien, la série des experts à Las Vegas, le personnage principal, c'est Gil Grissom. Vous vous souvenez de Gil Grissom, le type un peu grisonnant avec les cheveux bouclés? Gil Grissom, c'est le prof de chimie qu'on a tous eu un jour. D'accord? Et on va réussir dans cette série à faire de ces techniques scientifiques un spectacle télévisuel, ce qui va faire que pendant 5 ans, ça va être la série la plus regardée aux États-Unis. Il y a 20 millions de téléspectateurs qui attendent chaque jour la diffusion, enfin chaque semaine, pardon, la diffusion des 2 nouveaux épisodes par semaine. Et cette série des experts, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'en réalité, ce qui permet, si vous voulez, de créer la résolution d'une énigme, c'est l'utilisation de techniques scientifiques. Avec un laïus qui revient à longueur d'épisode, c'est les preuves ne mentent jamais. D'accord? Alors, je vous passe les détails de la série. Il y a quand même des chercheurs qui se sont intéressés à 2 effets. Et là, je vous parle donc d'un effet non plus de l'information, mais d'un effet des fictions. Les fictions, c'est un spectacle. Hein. Et normalement, on sait que ce n'est pas le réel. Et ça, je veux quand même vous le dire que le concept de scission entre l'information et la fiction, entre l'information et le divertissement, c'est un distinguo qui s'est flouté aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qui est de l'info et qu'est-ce qui est du divertissement? C'est beaucoup moins clair aujourd'hui que ça n'était par le passé. Prenez l'émission Enquête sur RTL. Je crois que c'est Enquête, ou Image à l'appui, je ne sais pas. Où on voit notamment les policiers, là, le type assez connu de la zone du borinage, la carrette des gens. C'est quoi ça? C'est de l'info? Quand vous voyez les gars avec leurs gros accents bruxellois qui disent « Oui, alors Zébra 9, on va aller interroger, le suspect est là, pédestrement, il déambule sur le trottoir. Nous pensons que nous allons l'arrêter, Roger. » Je crois que tout le monde s'appelle Roger dans ce truc-là. C'est quoi? C'est de l'info, c'est du divertissement. Donc cette dimension-là, elle est floutée. Mais je reviens aux experts. Il y a des gars qui ont été mesurés, ils se sont dit, voilà, est-ce que vraiment ça change? Est-ce que cette série qui a été tellement regardée, ça a changé quelque chose dans le réel? Eh bien, on a posé, notamment dans une étude assez célèbre, la question à des professionnels du système de justice pénale aux États-Unis qui ont dit « Ah oui, ça a considérablement changé notre chance. » Qu'est-ce que ça, notre boulot? Qu'est-ce que ça a changé? D'abord, dans la sélection des jurys, on élimine les gens qui sont intoxiqués par ça. Deuxièmement, on passe beaucoup plus de temps à dire aux jurés « Attention, dans la réalité, ce n'est pas la même chose. » Tertio, on a dû se former à toutes ces questions-là parce que sinon, on tombait le bec dans l'eau. Quarto, 60%, je pense, des répondants disaient que aujourd'hui, devant les juridictions populaires, donc c'est un jury de citoyens, quand vous arrivez aux États-Unis avec un dossier dans lequel il n'y a pas de preuves scientifiques, et en particulier pas de preuves ADN, mais par exemple beaucoup de preuves par témoignage, voire même des aveux, eh bien on considère que c'est une enquête qui est bâclée. L'ADN est devenu la reine des preuves. Et d'ailleurs, un ADN, tout le monde sait ce que c'est, alors qu'il y a 20 ans, voilà. Et donc, considérablement, ça a changé la vie de la justice. Et quand vous vous interrogez dans des processus sérieux des policiers, ils vous disent on se fait engueuler par les gens quand ils ont été cambriolés et qu'on dit on ne va pas venir relever les empreintes digitales. Oui, mais vous ne mettez pas les moyens, etc. Parce que les experts, forcément, c'est une fiction. Quand on leur téléphone en pleine nuit, vous voyez, plan, le gars dort, le chef d'enquête dort, le GSM sonne, il tâtonne avec sa main, il décroche, il ne dit pas « ferme-la un peu, je veux dormir », il raccroche, parce que l'épisode est fini en 1 minute et ça n'a pas d'intérêt, ou il ne dit pas « je suis sur une autre affaire ». Les experts, c'est
un laboratoire qui dispose de toutes les ressources technologiques, financières et humaines et qui a un taux d'élucidation de 100%. Et d'ailleurs, il y a eu des satellites, hein, parce que ça aussi c'est très, très intéressant. Il y a eu les experts après à Las Vegas, il y a eu à Miami et à Manhattan, et de celui de Miami qui est le petit Horatio Kane, qui présente cette particularité, il parle toujours aux gens de profil avec ses lunettes dans la bouche. Eh bien, l'épisode, ça se termine comme ça, il arrive avec les preuves scientifiques. Alors, il y a une première fausse piste, une deuxième fausse piste, une troisième fausse piste, toujours, puis le coupable, c'est jamais le premier. Et il dit, voilà, il jette les preuves sur la table et il dit, on n'a même pas besoin de vos aveux. Et puis, il n'y a pas le procès, il n'y a pas les droits de la défense, il n'y a pas tout ça. Okay? Et donc, l'image d'une police qui est sans limite de ressources, toujours disponible, etc., elle est passée dans le réel. Il n'y a pas que ça. Parce qu'à l'opposé, on a mesuré l'autre effet, ce qu'on appelle le Forensic Awareness Effect ou bien le Chief Police Effect. C'est qu'aujourd'hui, tous les criminels, tous les cambrioleurs potentiels savent ce que c'est qu'une empreinte digitale et qu'il faut mettre des gants. Hein. Qu'avec un poil, on vous retrouve. Qu'avec des traces de liquide séminal, on peut vous tracer. Et ça, c'est qui l'a mis dans le même pilier? Quand moi j'ai étudié la criminologie, qui commence en 1995, si ma mémoire est bonne, je savais vaguement qu'on avait des empreintes digitales, mais aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est. Le gars qui ne met pas de gants pour aller faire un cambriolage, soit c'est un psychiatrique, soit c'est un type qui vit coupé du monde sur une île depuis 20 ans, ce qui réduit quand même le champ de l'enquête. Et là, il y a eu une étude assez intéressante qui a été faite, et ça revient à ce que je vous ai dit que j'y reviendrai, donc je fais des épanadiploses. On a fait une étude sur des étudiants de premier bachelier aux États-Unis et on leur disait, voilà, imaginez que vous devez aller cambrioler la maison des amis de vos parents, sympa comme scénario, qu'est-ce que vous feriez pour ne pas être détecté? Et en fait, on se rendait compte que ce n'est pas tellement ceux qui consommaient le plus de séries policières type les experts qui allaient le plus loin dans leurs réponses, mais que c'était ceux qui consommaient de manière la plus active ces séries, c'est-à-dire ceux qui parlaient en disant tu crois que c'est lui, tu crois que c'est pas lui, mais ça c'est pas normal. Et consommer de manière active, c'est aussi ceux qui vont sur Google en regardant, en disant tiens ça c'est quoi, et qui continuent leur recherche après. Ceux-là, ils manifestaient des taux de réponse qui étaient beaucoup plus dans le détail que ceux qui regardaient de manière plus passive. Et ceux qui regardaient de manière plus passive avaient plus de détails que ceux qui ne regardaient pas. Ça veut dire que la consommation active est un déterminant aussi de l'imprégnation médiatique que les médias vont avoir sur vous. Et je vous le dis parce qu'on a beaucoup dit, et que je fais des parallèles audacieux, on a beaucoup parlé du rôle des réseaux sociaux, d'Internet dans la radicalisation des terroristes. Il y a une étude belge très, très intéressante qui vient de sortir, où ils ont interrogé un panel de jeunes flamands, moi jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours de la Belgique, hein. Et dans cette étude, on leur demandait est-ce que vous avez déjà été en contact avec du matériel propagandiste salafiste violent. Il y avait quand même une partie significative qui disait oui, on leur demandait qu'est-ce que vous avez le plus consommé, qu'est-ce que vous avez le plus regardé. En fait, c'était les vidéos de décapitation qui avaient été les plus regardées. Et ce qui avait été le moins regardé, c'était les revues de l'État islamique et de Al-Qaïda, d'Abik et Insight, parce qu'ils avaient des revues, hein. Et là, il y avait aussi des jeunes qui avaient été lire. Et en fait, on se rendait compte que la vidéo de décapitation, c'était le produit d'appel, en fait. Les jeunes regardaient ça par curiosité, etc. Et puis ceux qui rentraient dans une consommation active, ils allaient se taper les lectures de revues. Et donc, à nouveau, c'est pas, quand on dit « ouais, c'est Internet de la radicalisation », c'est faux. C'est Internet et les supports numériques en tant que déclencheur de consommation active. Je regarde mon timing. Hein. Okay. Donc, vous voyez, de nouveau, cette posture active, et c'est pour ça que je vous ai dit que j'essaie de ne pas être un spectateur, parce qu'évidemment, être actif, ça dépend de ce qu'on fait de son action. Si c'est pour regarder les vidéos de décapitation, puis après d'aller s'endoctriner, ou se faire endoctriner, entre guillemets, endoctriner dans les contenus écrits des revues salafistes, c'est embêtant. Deux petits effets pour la route. Je regarde un peu ce que je peux scratcher hein, pour rester dans le temps. Bien, je sais que c'est passionnant et que je sois passionnant, en toute modestie. Hein, voilà. C'est la question de la violence. Ah oui, ça c'est une bonne question. C'est la question, évidemment, de l'impact éventuellement de la violence dans les médias, d'information et de fiction, et de la violence dans le réel. Vous savez qu'il n'y a pas un fait dans lequel, quand un fait violent survient, on ne dit pas, oui, mais c'est parce qu'il y a des films violents, parce qu'il y a des jeux vidéo violents, parce que. Et là, je vous dirais que les choses tournent un tout petit peu. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a dit, on n'a pas de preuves. Pendant très longtemps, on a dit, c'est très difficile à mesurer, hein, je ne sais pas si vous imaginez, c'est compliqué, à un moment donné, quand quelqu'un est passé à l'acte, d'identifier que c'est parce qu'il a consommé un jeu vidéo violent, ou un film violent, ou n'importe quel support où il y a de la violence,
Et de dire c'est ça qui a été l'unique facteur, c'est impossible, mais le facteur prépondérant, vous imaginez que c'est très compliqué. Le seul moment où on peut mesurer ça, et il y a une étude célèbre qui s'appelle le Bobodle Experiment qui a été faite par un psychocriminologue américain qui s'appelle Albert Bandura, et en fait il avait pris des enfants, et il avait sélectionné des enfants, ils avaient participé à une étude, et il les mettait dans une salle, et on voyait dans cette salle d'autres enfants avec une poupée bobo, une poupée gonflable, quoi, tout bien, tout honneur, hein, je vous rassure, et les enfants tapaient sur Bobo. Et quand ils tapaient dans le film sur Bobo, pour une partie des enfants, les éducateurs qui étaient dans le film venaient leur donner les jouets. Et les enfants qui ne tapaient pas sur Bobo, on leur prenait les jouets pour les donner aux autres. Puis on mettait les enfants, puis il y a des enfants à qui on avait montré le film, il ne se passait rien, il n'y avait pas de récompense, puis il y a des enfants où il n'y avait pas de violence, on les mettait, puis on regardait les comportements différenciés des enfants, et on semblait voir que les enfants qui avaient vu le film où la violence était récompensée, parce qu'on les remettait dans la même salle que celle qu'ils avaient vue dans le film, et ils tapaient sur la poupée. Et donc on avait dit, ah ben voilà, c'est la preuve que les médias apprennent. Puis ça a été critiqué en disant, bah oui, mais bon, on voit ça 5 minutes après le visionnage, il y a aussi le rôle des parents qui peuvent discuter. Est-ce que les enfants qui tapent, c'est vraiment parce qu'ils ont vu le film, ou bien est-ce qu'il y a toute une histoire de vie? Enfin, vous voyez que c'est très compliqué à mesurer. Eh bien, aujourd'hui, il y a quand même, alors on a dit on n'a pas de preuves, commence quand même maintenant à s'élaborer des modèles théoriques qui s'empilent sur des études empiriques, donc on a récolté des données, qui laissent quand même à penser que sans que ce soit une application mécanique, ce n'est pas parce que je consomme des contenus violents que je vais faire de la violence dans le réel, mais que dans le champ, si vous voulez, de la définition, alors je dirais plutôt distal, pour reprendre un mot, plutôt à distance, pour reprendre un mot du langage médical, le fait d'hyper-consommer de manière fréquente des contenus violents peut faire rentrer le répertoire violent comme solution à un problème, et ça peut se passer à travers les médias, mais je m'empresse de le dire, comme ça va se passer encore bien plus à travers l'éducation. Si un enfant est éduqué dans une famille où, dès qu'il y a le moindre litige, c'est une grosse tarte dans sa gueule, si, quand papa se dispute pour la place à Fleurus pour venir à la bibliothèque, bam, il frappe directement, le champ, si vous voulez, de réponse va être celui-là, mais les médias, et en particulier les jeux vidéo, commencent à être assis comme fonctionnant de la même manière. Donc je pense que le temps qui était de dire « ouais, mais tout ça, c'est pas vrai, etc. », il est révolu. On commence à avoir une indication que ça peut façonner pour partie, et pas isolément, et pas pour tout le monde, parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui vont entrer en jeu, que ça peut façonner des passages à l'acte violent. Donc ça nous fait l'insécurité, ça nous fait les experts, ça nous fait la violence dans les médias, et je termine par le quatrième, qui est la mise à l'agenda politique. Est-ce que les médias, lorsqu'ils parlent de crimes, peuvent, à un moment donné, faire une mise à l'agenda politique, c'est-à-dire, à un moment donné, peser, par exemple, sur le fait qu'un comportement soit criminalisé, surcriminalisé, c'est-à-dire qu'il restera criminalisé mais puni davantage, ou décriminalisé. Vous savez, ça, je pense qu'il faut vraiment, si vous ne retenez éventuellement qu'une chose en repartant, c'est que le caractère criminel d'un acte n'est pas inhérent à une de ses composantes naturelles. C'est une étiquette qui est placée sur un comportement. Il n'y a pas de crime naturel. Il n'existe pas un comportement humain ou interhumain entre humains qui, dans toutes les sociétés et dans toutes les époques, aurait toujours été considéré comme criminel. Ça n'existe pas. L'inceste, pour nous, c'est un comportement hautement criminel. Ça n'a pas toujours été le cas. La pédophilie, idem. C'est dur à entendre, mais c'est comme ça. Et donc, c'est une assignation de statut qui est le produit d'un ensemble de mécanismes qui fait qu'un comportement est criminel. Et prenez la consommation de cannabis. Je suis sûr qu'il y a au moins 2-3 personnes statistiquement ici qui ont un peu de cannabis dans leur poche. Eh bien, la consommation de cannabis, de temps en temps, tout le monde regarde tout le monde, j'adore faire ça. Et là, de temps en temps,
c'est un peu, beaucoup, passionnément à la folie, puis on dit, ah oui, on va décriminaliser tout, puis on va recriminaliser, etc. Si demain, l'État dit la consommation d'héroïne, ça n'est pas un problème, et que l'État dit on va carrément créer des officines, on va distribuer de l'héroïne, on va mettre de la TVA dessus, la consommation d'héroïne et le deal d'héroïne cessent d'être des comportements criminels, et ça, il faut bien le comprendre. Et d'ailleurs, si vous prenez les drogues, toutes les substances, plutôt que les drogues, ce n'est pas un bon mot, mais toutes les substances psychoactives, donc qui ont un effet sur votre cerveau, sur un critère pharmacologique, que vous les mettez avec un diagramme où vous voyez que l'effet est de plus en plus grand quand vous les classez comme ça, et quand vous regardez le classement que la loi fait de ces substances, vous allez voir qu'il n'y a aucune commune mesure. Hein. Je veux dire, l'alcool est une substance psychoactive dont le négoce et la consommation, hormis ébriété sur la voie publique et au volant, sont tout à fait acquis. Pourtant, l'alcool a un effet psychoactif bien plus fort que certaines drogues qui, elles, sont criminalisées et dans le négoce et dans l'usage. Et je ne suis pas du tout en plaidoyer pour la décriminalisation des drogues, mais c'est pour vous expliquer qu'à un moment donné, il y a une construction qui fait que ça, c'est criminel et que ça ne l'est pas. Et c'est vrai pour tout. Eh bien, il y a une perspective de sociologie qui s'appelle le constructivisme social, qui nous dit qu'en réalité, ce qui est criminel le devient, pas pour nécessairement une interaction personnelle ou des critères consubstantiels, mais le devient parce qu'il y a un processus qui fait en sorte qu'à un moment donné, le label soit apposé comme tel. Et je vais vous donner un exemple pour ne pas être trop long et terminer là-dessus. Un jour, Tony Blair, lorsqu'il était Premier ministre anglais, il a dit « 50% de la criminalité est due à la toxicomanie. Donc, si on arrête la toxicomanie, on diminue les chiffres de la criminalité de 50%. » Et il a mené une politique qu'on a appelée « tough on drugs », extrêmement répressive. D'accord ? En fait, c'était complètement faux. Déjà, statistiquement, ce n'était pas vrai, mais c'était complètement faux. Mais il s'est servi des médias pour, à un moment donné, créer cette affirmation. Nous vivons dans un monde qui nous entoure, qui est difficile à comprendre et qui est source d'angoisse avec cette accélération du temps et de l'espace. On tente de nous expliquer ce monde, notamment dans les médias. Des gens viennent faire des déclarations, notamment des experts, à qui on vient dire « venez nous aider à décrypter le monde ». Vous venez faire des déclarations et entre ces déclarations, il y a des compétitions. Les gens ne sont pas d'accord sur le plan politique, la gauche n'est pas d'accord avec la droite, l'extrême gauche encore moins avec l'extrême droite, etc., etc. D'accord ? À un moment donné, des gens entrent en possession d'une thématique. Moi, pour des raisons complètement farfelues, je suis le premier à le dire, c'est-à-dire, en réalité, je vais beaucoup dans les médias parce que je suis très disponible pour eux, et certainement pas parce que je suis le meilleur expert de ces questions. Je suis le propriétaire RTBF, non contractuel, parce que ça aussi c'est une pratique qui s'est développée, donc gratuit, mais à mon bon vouloir, de tout ce qui est justice, crime. Tout ce que la RTBF fait, ou presque, qui traite de ces matières, va d'abord passer par chez moi, je prends ou je ne prends pas, et je dispense. Je suis devenu le propriétaire de ces matières médiatiques à la RTBF. C'est en soi problématique, je trouve. Mais, puisque c'est moi, je ne vais pas dire que c'est complètement fou. Mais je veux dire, je suis entré en possession de ces thèmes-là. Et j'ai la possibilité de faire des liens comme Tony Blair l'a fait. C'est-à-dire, à un moment donné, si je lui dis à un journaliste, par exemple Sébastien Joris, qui est le responsable pour ça, pour la RTBF Télé, si je lui dis, je pense qu'il faudrait parler de ça, parce que ça, c'est le vrai thème, peut-être qu'à un moment donné, je vais pouvoir me servir de ça pour faire le lien. Et si je vais sur un plateau, je vais pouvoir le faire. Je vous donne un exemple concret pour que ce soit parlant, et je vous rassure, il me reste 2 minutes et j'ai fini. J'ai une collègue qui a été assassinée. Anne-Laurence Duriot, avec sa compagne, s'est faite assassiner. C'était l'ancienne directrice, vous avez peut-être vu ce fait divers, sa compagne était l'ancienne directrice du circuit de Spa-Francorchamps. Elle s'est fait assassiner par le mari de sa compagne. C'est quelqu'un que je connaissais bien, je ne dirais pas que c'était une amie. De toute façon, dans le monde d'université, il n'y a pas d'amis, les choses soient bien claires. Et j'étais, franchement, je crois que je n'avais jamais eu la nausée en regardant un traitement médiatique comme celui-là. C'est-à-dire qu'elle est devenue, elle était notoirement homosexuelle, et elle est devenue l'égérie, si vous voulez, du mouvement de criminalisation du féminicide,
On a fait des veillées, on a donné la parole à des amis qui ont expliqué que si elle avait été tuée, c'est parce que c'était une femme, et que si elle a été tuée, c'est parce qu'elle était homosexuelle, et que d'ailleurs elle avait été candidatrice déchue parce qu'elle était femme et homosexuelle, et que c'était incroyable. Et j'ai vu, franchement, je m'excuse, je n'ai jamais vu un tel débit de merde dans les médias. Et j'en ai parlé à la RTBF, je leur ai dit, mais comment est-ce que vous pouvez faire ça? Comment est-ce qu'à un moment donné, vous avez laissé s'instituer des faiseurs de déclarations dans cette compétition de déclaration qui était ce mouvement-là, parce que je connaissais quand même bien Laurence, et la réduire à son homosexualité et à son état de femme, c'est tout ce qu'elle aurait détesté. Parce que pour moi, c'était une brillante avocate, une brillante juriste, une bonne prof, une femme sympa, et oui, accessoirement, comme moi je suis hétérosexuel, elle est homosexuelle, et c'était un homme et une femme. Mais jamais elle n'aurait voulu ça. Et puis j'ai dit, de toute façon, vous ne connaissez rien de ce huis clos. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est dit? Je ne redistribue pas les responsabilités. On ne connaît pas la mécanique de ce huis clos. Par contre, si vous voulez faire un bon thème, faites un bon thème alors. Et posez-vous la question de savoir s'il n'y avait pas eu une arme à feu disponible au domicile du mari, si l'affaire se serait soldée comme elle s'est soldée. Parce que là, on a de la littérature. Vous savez, on dit toujours que dans les pays qui ont les législations les plus libertaires par rapport aux armes, on a plus de meurtres par arme à feu, comme avec les médias, comme si le fait d'avoir une législation libertaire est une incitation à tuer les gens. Non. Ce qu'on sait en revanche, c'est que dans les pays dans lesquels on a plus d'accès aux armes à feu, quand vous allez avoir cette envie de passage à l'acte violent subi et sur le moment, si l'arme à feu est disponible, vous allez la prendre et les conséquences vont être beaucoup plus dures. Imaginons maintenant un instant que cet individu n'ait pas eu d'arme à feu à disposition, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait peut-être pris un couteau, ou peut-être il serait arrêté. Donc si vous voulez faire un vrai thème, le vrai thème, ça on peut en parler parce que ça on sait, pas dans ce fait-là. Et là vous avez eu le jeu du constructivisme social qui a poussé énormément. Et je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas un féminicide. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas l'assassinat ou le meurtre de quelqu'un qui est homosexuel. Je suis en train de dire que la mécanique du constructivisme social dont je vous parle s'est mise en route et qu'à un moment donné, des gens se sont appropriés le problème au mépris de l'éthique, parce que moi, je n'ai absolument pas parlé en on de ce fait-là, parce que simplement c'est quelqu'un que je connais, et d'aller témoigner sous un couvert pseudo-scientifique du meurtre et de la mort de quelqu'un qui est un ami ou une amie, c'est le dernier truc à faire quand on a un peu d'éthique et de déontologie. Et donc, à un moment donné, les médias prennent toutes ces déclarations, ils filtrent, ils donnent la parole à certains et pas à d'autres. Il y a des groupes qu'on n'entend jamais, des gens qu'on n'entend jamais. Okay, il y avait d'ailleurs, j'ai vu l'émission sur France 5, c'est ce soir d'hier, où ils parlaient de ça, notamment autour du chanteur Gauvin Cers, hein, qui va chanter volontairement dans les endroits où les chanteurs ne vont pas. Donc de ces gens qu'on n'entend pas. Et à un moment donné, les médias, si vous voulez, arrivent à donner une conception dominante du monde. Alors les radicaux diront pour servir les élites, les libéraux diront non, les postmodernes diront que c'est pour vendre. Mais à un moment donné, cette construction médiatique, oui, on pourrait le prouver, elle fait en sorte que le politique prenne des décisions parce que les médias en parlent sur un certain nombre de choses, parce qu'un phénomène apparaît comme en recrudescence. Et donc, quand vous sortirez d'ici soulagé de ne plus devoir m'écouter, mais vous, avec l'ensemble de votre pilosité, vous pourrez regarder, vous regarderez, peut-être qu'on voit les étoiles, et quand vous marcherez, vous aurez l'impression que les étoiles, elles vont bouger. Et vous vous rappellerez que ça porte un nom, ça. C'est ce qu'on appelle un effet de parallaxe, c'est-à-dire un mouvement apparent d'un objet que l'on regarde et dont le mouvement n'est dû en réalité qu'au mouvement de celui qui l'observe. Eh bien, en matière politique et de crime, c'est la même chose. Parfois, les choses ne bougent pas, mais c'est le regard qu'on porte sur ces choses qui changent et qui donne à penser qu'il faut agir ou réagir. Et donc, c'est pour ça aussi qu'en quatrième impact, les médias peuvent impacter et toucher l'agenda politique. Je peux développer, mais je propose d'en rester là pour une petite séance de questions-réponses, si vous en avez l'envie et le courage. Merci de votre attention.